à tous encore une fois. Encore une fois, désolée de m'être fait attendre. Je vois que vous êtes aussi nombreux que la semaine dernière et ça veut dire que je ne vous ai pas trop épuisé la semaine dernière, ce qui est une excellente nouvelle. Voilà. Alors aujourd'hui, vous allez voir, on va brasser énormément de choses et puis voilà, c'est pour ça que j'ai envie de laisser un peu plus de temps que la dernière fois pour la discussion, pour que nous puissions échanger éventuellement. Alors, deuxième conférence donc, de ce cycle, de 3 conférences sur la littérature russe, du roman russe au roman de production, les tribulations du réalisme en Russie. Voilà. Alors la conférence d'aujourd'hui s'est donnée pour tâche extrêmement ambitieuse, et qui sans doute d'ailleurs ne sera pas réalisée en intégralité, de parcourir plus d'un siècle d'évolution de la prose russe, donc depuis les débuts des années 1820, lorsqu'Alexandre Pouchkine commence l'écriture de son roman en vers Eugène Onegin, que peut-être certains d'entre vous ont lu du coup depuis la semaine dernière, dans la traduction de Jean-Louis Bakès ou de celle d'André Markovitch, jusqu'au roman d'Alexandre Solzhenitsyn que vous voyez à l'écran et qui redécouvre, on ne sont pas les seuls, mais ce sont peut-être ceux qui le font de manière la plus marquante, qui redécouvrent et renouvellent la tradition ou les traditions de la prose dite psychologique russe de la fin du XIXe siècle. Alors, de manière un peu plus restreinte et peut-être aussi de manière plus frappante, le cadre chronologique théorique que l'on pourrait choisir pour aujourd'hui s'appuierait sur 2 dates, alors à un siècle d'écart. La première, c'est la date de 1834, lorsque paraît le premier opus critique du très célèbre et très important critique russe du XIXe siècle, Vissarion Belinsky, Belinsky, qui a vécu une courte mais très palpitante vie. Il meurt de tuberculose en 1848, comme un certain nombre d'ailleurs de ses contemporains. C'était une terrible maladie pour la critique et la prose russe de l'époque. Et alors, dans ses rêveries littéraires, Belinsky commence par dire « Nous n'avons pas de littérature », alors que nous sommes quand même déjà en 1834. Et cette affirmation extrêmement frappante, extrêmement forte, en fait, est là pour lui permettre de définir ce qu'il entend par littérature. Et ce qu'il entend par littérature, c'est non pas la présence sur la scène nationale de quelques génies, d'un petit groupe d'écrivains, il en cite 4, dont Pouchkine, il parle d'ailleurs, il est le premier à parler de période pouchkinienne dans la littérature russe, mais c'est bien la présence d'une littérature, c'est-à-dire d'une œuvre nationale portée par plus que quelques génies, plus que quelques écrivains, mais par tout un peuple qui découvrirait ses talents enfouis, ses talents profonds, et qui pourrait rivaliser avec l'Europe, n'est-ce pas, pour créer une littérature véritablement, dit Belinsky, nationale. Et alors, l'esprit national que Belinsky propose d'essayer d'exhorter dans la culture russe, c'est ce qu'il appelle la narodnost en russe, esprit national. On va garder le terme d'esprit national. Donc une littérature narodная, populaire, nationale. En Russie, le terme est un peu compliqué. La deuxième date, donc à un siècle d'écart, à partir de 1834, c'est 1934. On passe à quelque chose de tout à fait différent, 1934. Et qu'est-ce que c'est 1934 ? C'est la date à laquelle se tient le premier congrès de l'Union des écrivains soviétiques, lors duquel Maxime Gorky, que vous voyez sur la photo encore extrêmement jeune, ici, formule définitivement, disons ça comme ça, parce qu'il n'est pas le premier à définir, mais formule définitivement les principes de la nouvelle méthode artistique officielle, celle qui va avoir cours en Union soviétique durant toutes les années 30 et les années 40, jusqu'au milieu des années 50 environ, et puis ensuite qui va être transformée, celle de réalisme socialiste. Socréalisme, comme on dit aussi parfois en russe, le réalisme socialiste. Et dans ce réalisme socialiste, qui est un genre hybride qui ne correspond pas à quelque chose de vraiment très défini, on le verra ensemble, eh bien, le caractère national, populaire, national, narodny, vous entendez le même terme,
bien tient une place tout à fait aussi importante. La littérature réaliste socialiste, la prose du réalisme socialiste, se doit d'être nationale. Alors, ça vous fait peut-être penser à cette fameuse expression de Staline, et ce n'est pas pour rien, c'est tout à fait logique, que la nouvelle littérature soviétique, la littérature prolétarienne, doit être nationale par la forme et socialiste par le contenu. Entre deux définitions d'une nationale, d'une narodne ou du populaire, comme si vous voulez, celle de 1834, sous la plume de Belinsky, encore une fois, et celle de 1934 dans la bouche de celui qui est devenu à cette époque-là déjà l'écrivain numéro 1, l'écrivain officiel de l'Union soviétique, il y a un gouffre. Ce sont deux conceptions de l'esprit national qui sont extrêmement différentes, qui sont drastiquement opposées. Alors, s'il y a un concept complexe dans l'histoire de la littérature et de la culture russe, c'est bien celui d'esprit national. Puisque malgré cette homonymie apparente, il y a un gouffre infranchissable, car le terme même de narodnost, d'esprit national, est tour à tour utilisé par l'idéologie officielle, la critique libérale d'opposition, comme dans le cas de Belinsky, les penseurs de tendance dites slavophiles, l'idéologie stalinienne, etc. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Alors, mais vous allez me dire, pourquoi est-ce que c'est une notion qui est importante pour nous, qui allons parler de romans, qui allons parler de prose, qui normalement devons nous situer un peu loin des questions politiques, même si on a vu la dernière fois à quel point en Russie, littérature et politique étaient extrêmement liées. Eh bien parce que ce que nous voulons décortiquer aujourd'hui, c'est le phénomène du roman russe, donc qui aurait des spécificités nationales, qui seraient non pas anglais, français, italien ou allemand, mais spécifiquement russes. Précisément, la définition même du roman russe, qui est une définition proposée par le critique français que vous connaissez tous, Jean-Melchior de Voguet, en 1886, dans un ouvrage qui reprend des articles qu'il rédige depuis 1883 pour la revue des Deux Mondes, cette définition s'appuie sur la notion de particularité nationale, de spécificité nationale. Le roman des Russes serait différent de celui des Français ou des Anglais parce que spécifiquement russe. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Voguet cherche dans son ouvrage à inspirer un rapprochement entre la Russie et la France. Et d'ailleurs, l'œuvre de Voguet est ce qui va, entre autres, mener à la fameuse alliance franco-russe de 1894, n'est-ce pas? Mais la définition qu'il donne du roman russe s'appuie pour une large part sur une idée de la Russie, sur son esprit, son âme, la fameuse âme russe, qui est une notion tout aussi floue et vague que celle de roman russe, comme nous allons le voir. Alors, cette âme que les grands romanciers, Tourgueniev, Tolstoï, Dostoïevski, ont su exprimer dans leurs œuvres, qui sont, je cite, vous savez la citation, qui sont empreintes d'intention morale et qui sont caractérisées par leur aspect charitable et la compassion que leurs auteurs manifestent envers leurs personnages. La spécificité du roman russe, selon Voguet, ce serait bien celle-ci, ce seraient des œuvres à caractère extrêmement moral et qui auraient presque une portée évangélique. On voit qu'il a lu Dostoïevski et qu'il a lu Dostoïevski d'une certaine façon. Alors, une telle conception, fruit d'une lecture extérieure évidemment, qui cherche à interpréter le phénomène à l'aune des paradigmes opératoires en même temps en France, c'est-à-dire celle de réalisme et de naturalisme français, est aussi le produit d'une interprétation extrêmement tendancieuse, puisque elle ne peut que laisser sur sa faim le lecteur d'aujourd'hui qui cherche à saisir toute la complexité de la littérature russe et du moins de sa prose. Alors, qu'y a-t-il de spécifique dans le roman russe et partant dans la prose russe en général? Pourquoi fallait-il attendre les années 1840-1850 pour voir la naissance des premiers romans? Ceux de Tolstoï, de Dostoïevski et de Tourgueniev justement. Pourquoi n'est-ce pas un phénomène qui est arrivé sur la scène littéraire russe beaucoup plus tôt? Quel rôle a joué la critique dans l'instauration du réalisme en Russie? Peut-on vraiment parler de réalisme russe comme on parle de réalisme ou de naturalisme français?
Pourquoi pour les uns, par exemple, un exemple parmi tant d'autres, mais extrêmement parlant, Gogol, Nicolas Gogol, est un auteur réaliste, tandis que pour d'autres, c'est un auteur fantastique. Comment les traditions du roman russe se sont-elles réverbérées au XXe siècle? Y a-t-il eu un Gogol, un Tolstoï, un Dostoïevski au XXe siècle? Alors, pour donner quelques éléments de réponse à ces questions, nous allons voir d'abord comment le genre du roman est venu à se former en Russie, en terrain russe. Nous verrons ensuite plus en détail quelles sont les spécificités de ce qu'on appelle communément la prose psychologique, qui est la définition que l'on pourrait donner du roman russe du point de vue russe. Et nous verrons enfin les métamorphoses que subit le réalisme russe dans la première moitié du XXe siècle, de manière plus ou moins détaillée, selon le temps qui nous restera, et les raisons littéraires aussi qui expliquent l'affirmation de la nouvelle méthode artistique dite de réalisme socialiste dans les années 1930. Alors, tout d'abord, roman ou épopée, prose ou poésie, comment le genre romanesque a-t-il été formé en terrain russe? C'est la partie la plus à la fois passionnante et peut-être un peu compliquée, on va dire seulement passionnante. Alors, la dernière fois, nous avions terminé sur une note un peu dramatique, enfin même carrément dramatique, à savoir l'insurrection ratée en décembre 1825 des décembristes. Ces jeunes gens, pour la plupart officiers de l'armée impériale, qui souhaitaient introduire en Russie un régime de monarchie constitutionnelle. Et comme nous l'avons vu la dernière fois, 5 d'entre eux ont été pendus par Nicolas Ier, qui entre alors en fonction, donc qui était Jean de Sable, en 1825 et empereur, dont Kondrat Tsereyev, que je vous ai montré déjà la dernière fois, lecteur avide de Radishev, poète romantique, auteur d'odes et de poèmes où l'instance lyrique se fait très souvent porteuse d'un message politique, et auteur surtout de cette formule célébrissime: je ne suis pas poète, je suis citoyen, Gani poète à Gajdanin en russe, que vous voyez sur le slide, et qui est une formule qui va avoir une très grande fortune jusqu'à aujourd'hui encore. On en reparlera d'ailleurs un tout petit peu la prochaine fois. Alors cet événement, celui de la pendaison des 5 meneurs de l'insurrection, ceux qui ont été soupçonnés par la police politique de Nicolas Ier d'avoir voulu attenter à la vie du tsar, c'est pour ça qu'ils ont été pendus. L'événement a été profondément traumatisant pour les contemporains qui n'étaient pas du tout habitués en réalité à avoir des exécutions publiques depuis les années 1770, depuis 1775 pour être précis, avec l'exécution publique extrêmement cruelle de Pugachev, dont je vous ai parlé la dernière fois. Et Pouchkine, par exemple, est extrêmement traumatisé à son tour. En 1826, il croque ce dessin terrible où on voit, regardez, en haut, les 5 pendus sur la place publique. Ce sont et en haut et en bas, d'ailleurs, qui sont affichés, ce sont les 5 pendus, les 5 décembristes que Pouchkine connaissait intimement et dont il était extrêmement proche, mais qu'il n'a pas pu, ou n'a pas voulu, la question est débattue encore aujourd'hui, rejoindre au moment de l'insurrection de décembre 25. Alors, cet événement traumatisant, pourquoi j'en parle? Eh bien parce qu'il a marqué d'une manière ou d'une autre la suite de la littérature et de la culture russe tout au long du XIXe siècle. Et même jusqu'au XXe, puisque à l'occasion de la Révolution de 17, par exemple, un nombre de poètes se souviendront de cette expérience des décembristes pour des raisons évidentes, de comparaison, de révolte justement, et de mouvements de révolte ou d'insurrection. On retrouvera les motifs décembristes dans la poésie de Sip Mandelstam, par exemple, dès les premières années post-révolutionnaires. Alors sans aller aussi loin, c'est l'écrivain Lev Tolstoï, Léon Tolstoï, qui nous intéresse, car il souhaite entreprendre dès 1856, c'est-à-dire la date à laquelle le successeur et fils de Nicolas Ier, Alexandre II, accorde l'amnistie aux décembristes exilés, à ceux qui avaient passé les 20 dernières années, les 30 dernières années même en Sibérie ou dans le Caucase. Eh bien, Tolstoï souhaite entreprendre, à partir de cette date-là, un roman sur le décembrisme, plus précisément sur un ancien décembriste qui rentrerait d'exil avec sa famille et qui aurait du mal à s'adapter
connecté à la vie moscovite. Alors je remarque au passage, c'est une digression mais qui j'espère vous donnera de matériaux de réflexion, disons ça comme ça, pour la suite. Je remarque au passage que ce thème de retour d'exil, de retour de condamné à la vie réelle, la vie sociale des capitales, de la capitale, c'est quelque chose qui va revenir comme thème, comme motif dans la littérature russe au XXe siècle, lorsque Solzhenitsyn, par exemple, que je n'ai pas remis ici, reprendra ce thème à la mort de Staline dans Le Pavillon des cancéreux, qui est un roman consacré précisément à ce retour des condamnés, puisque en 1953, à la mort de Staline, derrière Gracia, un certain nombre de condamnés du Goulag qui ont pu retourner, mais avec de grandes difficultés, à la vie normale, entre guillemets. Alors, Tolstoï, qui à l'époque, on revient au XIXe siècle, est un jeune et brillant, alors sur la photo il est déjà très vieux, mais à l'époque il est encore jeune et brillant, auteur déjà extrêmement prolifique d'ailleurs, alors d'une trilogie autobiographique, c'est le titre que vous avez au tableau, qui commence en 1852, c'est sa première œuvre, il commence par une autobiographie alors qu'il n'est pas encore très très âgé, pour le moins que je puisse dire, enfance, adolescence, jeunesse. Il est l'auteur également des Cosaques, qui est un roman d'adieu au sentimentalisme et au romantisme, un roman de formation qu'il met une dizaine d'années à écrire et qu'il achève en 1863. Et il est également l'auteur des célèbres récits de Sébastopol, célèbres déjà au moment de leur publication, entre 55 et 56, et qui sont ces carnets, en quelque sorte, ces carnets qu'il tient en tant qu'officier à Sébastopol. Nous sommes pendant la guerre de Crimée qui s'achève avec une déroute terrible des forces russes face à la coalition européenne en 1855. Et alors, Tolstoï donc se passionne dès la fin de l'écriture des récits de Sébastopol pour donc ce nouveau thème, le décembrisme, qui lui vient, eh bien, tout simplement parce que voilà, les circonstances, le contexte historique, si vous voulez, s'y prête. C'est aussi quelque chose d'intéressant à remarquer. Et en 1861, alors il mettra un peu de temps pour commencer vraiment son projet, en 1861, il achève les 3 premiers chapitres d'un nouveau roman qui s'appelle Les décembristes, et il lit d'ailleurs ces chapitres à Tourguenieff, et Tourguenieff semble absolument ravi de ce qu'il entend. Et donc, comme je l'ai dit, il est question d'un personnage, Pierre Lazarev, pour remarquer ce prénom qui va revenir, n'est-ce pas, chez Tolstoï, qui retourne à Moscou avec sa femme Natacha et leurs 2 enfants, Sonia et Sergueï, et qui, parce que encore beaucoup trop formaté, disons, par les idéaux de sa jeunesse et beaucoup trop idéaliste, il n'arrive pas à s'adapter à la nouvelle vie. Alors, très rapidement, Tolstoï se rend compte qu'un roman sur le décembrisme qui commencerait en 1956, ça ne va pas être très simple comme projet, et il décide de reculer la date du début de sa narration à 1825. Il décide de commencer par 1825, qui est quand même le moment de formation, plutôt le moment d'expression du décembrisme. Et puis, progressivement, il se dit, mais oui, mais 1825, c'est déjà trop tard. 1825, c'est déjà le moment où ils sortent tous sur la place publique. Il faut commencer encore plus tôt. Il faut remonter à l'époque, non pas des triomphes, dit Tolstoï, militaires de la Russie, mais aussi à celle de ses défaites, et celle de ses défaites, c'est-à-dire à 1805 et 1807, à Austerlitz en particulier, qui commence tout ce périple immense que sera guerre et paix. Et donc il remonte progressivement à 1812, 1807, 1805. Pour faire non plus l'histoire d'un seul personnage, notre pote Labazov, mais de saisir l'esprit d'une époque où, je cite, il y aurait donc les jeunes et les vieux, les jeunes et les anciens, les hommes et les femmes de cette époque, c'est-à-dire, autrement dit, les porteurs de la pensée populaire, narodная мысль. Regardez comment on retourne toujours à cette même idée, à cette même rengaine de populaire, de national.
Et en même temps, Tolstoï note dans son journal, c'était ça mon slide, le 3 janvier 1863, le genre épique, entre parenthèses, vous avez la translittération russe, épicheski rod, se présente à moi comme étant le seul naturel. Tolstoï se tourne vers ce genre épique, et alors ce qui est très amusant, c'est qu'en russe, il n'emploie pas le terme de genre, il emploie le terme de rod, qui veut dire littéralement la lignée, le genre comme origine, comme lignée, comme nature. Voilà. Alors, vous l'avez compris, évidemment, le roman qui naîtra finalement de cette bouillon et de cette réflexion, c'est Guerre et paix, que Tolstoï publie en partie dans la revue Le Messager russe, je reviens juste ici, entre 1865 et 1866, et qui est donc la date de fin de publication, première publication, et 2 ans plus tard, le roman paraît sous forme de livre. Alors, c'est justement en 1868 que ça m'intéresse, alors que le lecteur russe découvre pour la première fois le volume final, Guerre et paix, Vaina et Mir en russe, et s'étonne extraordinairement de la forme de ce roman et du contenu de ce roman, que l'auteur décide de publier une notice explicative, une sorte de préface postérieure, qui est intitulée « Quelques mots sur Guerre et paix » et que Tolstoï publie donc dans la même revue en 1868. Je vous propose de la lire afin que vous voyez à quel point elle est importante. Qu'est-ce que Guerre et paix ? Ce n'est pas un roman, encore moins un poème, encore moins une chronique historique. Guerre et paix est précisément ce que l'auteur a voulu exprimer dans la forme dans laquelle la chose s'est exprimée. Une telle déclaration, qui semble témoigner de l'indifférence de l'auteur envers les formes codifiées des œuvres littéraires, pourrait indiquer un manque criant d'humilité, si elle avait été préméditée, et si elle n'avait pas eu de précédent. L'histoire de la littérature russe depuis Pouchkine non seulement contient beaucoup d'exemples d'écarts similaires des formes européennes, mais encore ne fournit aucun exemple inverse. À commencer par les âmes mortes de Gogol, et jusqu'au souvenir de la maison des morts de Dostoïevski, on ne trouvera dans la nouvelle période de la littérature russe aucune œuvre littéraire en prose digne d'un tant soit peu d'intérêt, qui aurait tout à fait la forme d'un roman, d'un poème ou d'une nouvelle. Alors, cette citation mérite, vous vous doutez bien, que l'on s'y attarde tant elle comporte de déclarations à première vue extrêmement étranges et déroutantes. Alors, on remarque tout d'abord que Tolstoï procède par élimination. Son œuvre n'est ni un roman, qui est quand même très étonnant pour qui a lu Guerre et paix, mais bon, on pourrait se dire peut-être que c'est une chronique historique à la limite. Ce n'est pas un poème, franchement bizarre, pourquoi préciser que ce n'est pas un poème, on voit bien que ce n'est pas un poème, c'est un énorme bouquin qui fait plusieurs centaines, sinon milliers de pages, ni une chronique historique. Alors là, qu'est-ce que c'est ? Si ce n'est ni un roman, ni une chronique historique, on ne sait plus du tout ce que c'est. Et puis, on remarque ensuite, on va revenir bien sûr sur le début, et puis on remarque ensuite que Tolstoï semble prêter une attention toute particulière à la forme. La forme de son œuvre, et non son contenu moral, par exemple, son contenu idéologique. Eh bien, c'est bien ce qui détermine le genre. C'est ce qu'il dit ici. Une telle déclaration, Guerre et paix est précisément ce que l'auteur a voulu exprimer dans la forme dans laquelle la chose s'est exprimée. C'est-à-dire que la forme précède en fait le genre. L'auteur écrit et la forme que prend son œuvre, eh bien c'est ça qui va déterminer la manière dont on va l'aborder et la classer. C'est extrêmement moderne comme conception, c'est presque proto-formaliste, pourrait-on dire, comme conception tolstoïenne. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les formalistes, dans les années 1920, vont autant apprécier Tolstoï. L'une des raisons. Alors, si c'est la forme qui détermine le genre, quel est le genre de Guerre et paix ? Tolstoï ne donne pas de réponse univoque, il indique à quel point la notion de genre est mouvante et instable et à quel point les dénominations importées d'Occident, les dénominations européennes, nouvelles, poèmes, romans, etc., sont
des étiquettes qui ne peuvent être plaquées telles quelles sur les réalités de la littérature russe. Mais bon, vous allez me dire, ça n'explique pas plus avant le pourquoi et du comment. Pourquoi Tolstoï met dans le même panier roman, chronique historique et poème? Pourquoi est-ce qu'il considère que son roman, son livre, tant qu'on y est, peut être pris pour un poème? Alors, en réalité, la citation de Tolstoï nous renvoie aux origines de la prose russe, au développement auquel Tolstoï a lui-même participé dès les années 1850, mais dont les premiers pas, dans les premières étapes, remontent aux années 1820. Alors, quand on commence ces trois notions de roman, de poème et de chronique historique, d'abord, il faut voir qu'en russe, alors, roman se dit roman, c'est un terme qui existe dès le XVIIIe siècle. Chronique historique, alors, soit on peut parler de chronique, soit on peut parler de letopis, c'est-à-dire cette chronique ancienne du Moyen-Âge russe. Et quand on traduit en français poème, ce qu'on traduit du russe, c'est poema. Et cette poema du russe, en fait, ne signifie pas poésie, signifie bien poème, en fait, au sens de poème épique, au sens de l'Iliade ou de l'Odyssée d'Homère, par exemple. Poème, poema, c'est un long poème, c'est une forme longue. Et on va privilégier cette définition formelle, précisément pour distinguer entre poème et stихotvorение, qui désigne la poésie de manière générale, surtout la poésie lyrique. Alors, ce que l'on remarque dans les trois termes, c'est que tous les trois renvoient, bien sûr, à la narration, au récit, au fait de raconter une histoire, renvoient donc à l'épopée, renvoient à la veine épique. En fait, ce sont trois genres que l'on pourrait désigner comme étant épiques de manière générale, mais dont aucun ne satisfait Tolstoï. Au contraire, l'écrivain insiste sur le caractère hors norme de son œuvre et qui s'inscrit donc dans une longue tradition qui remonte à Pouchkine de mépris ou de jeu avec les conventions littéraires. Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est ce que cette citation nous montre, et c'est pour ça que je la trouve absolument extraordinaire, c'est que ici sont codifiées, précisément, pour reprendre le terme de Tolstoï, les spécificités de ce qu'on va appeler le roman russe, les spécificités de cette prose russe du XIXe siècle, qui est une prose extrêmement consciente d'elle-même, et c'est ce qu'on va voir par la suite, qui est une prose qui se développe dans le sillage des genres européens, mais qui les transforme en partie parce que tout simplement le processus des traductions dont nous avons parlé, souvenez-vous la dernière fois, qui commence dès le début du XVIIIe siècle, s'accélère à une vitesse extraordinaire à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, en faisant coexister au même moment en terrain russe, dans le domaine littéraire russe, plusieurs genres, plusieurs formes, d'ailleurs un certain nombre de formes et de genres qui, dans leurs origines, dans leur culture d'origine européenne, ont mis des décennies à se développer dans une évolution stable et progressive, pourrait-on dire. Et puis, cette littérature consciente d'elle-même et qui joue donc avec les genres européens, est aussi une littérature dans laquelle la place de l'auteur est aussi extrêmement particulière, puisque l'auteur adore constamment s'adresser à ses lecteurs en non seulement réfléchissant sur la forme et le genre de l'œuvre qu'il est en train d'écrire, mais aussi en éduquant le lecteur sur la manière dont ce lecteur est censé apprécier la forme et le genre, encore une fois, de l'œuvre qu'il est en train de lire. En littérature, de manière savante, on parle de métalapse, c'est-à-dire cette façon qu'a l'auteur de s'adresser à son lecteur en sortant du texte, en quelque sorte, et c'est quelque chose qui est tout à fait caractéristique du roman russe. Alors, pour expliquer la posture de Tolstoï et pour aller un peu en détail dans ce que je viens d'annoncer, on va voir en détail, précisément, un peu en détail, le début de ce processus, c'est-à-dire les années 1820, pendant lesquelles naît la prose russe. Et on verra que dans ces années s'opère d'abord un premier tournant vers la prose sous la plume de Pouchkine, qui est déjà extrêmement habitué à jouer avec les genres et avec les conventions. Et nous verrons aussi que c'est à partir de cette décennie que la jeune prose russe commence à se nourrir du matériau historique et en particulier du matériau folklorique
ce qui lui confère sa spécificité, et c'est ce qui mène aussi à la création de grandes fresques comme Guérépé. Et nous verrons enfin comment ces jeux conventionnels mènent Nicolas Gogol à l'écriture des âmes mortes, qui est l'une des œuvres clés de la littérature russe. Alors, tout d'abord, Eugène Onegin, 1821, la date à laquelle Pouchkine commence l'écriture de son œuvre, de son roman, est une date clé pour toute la nouvelle prose russe, puisque, alors que le texte est écrit en vers, Pouchkine déclare « J'écris un roman ». Et c'est ce qu'il dit 2 ans plus tard, alors que l'écriture de Eugène Onegin se poursuit sur toute la décennie 1820. Il écrit dans une lettre à son ami le prince Viazemski le 4 novembre 1823 « Pour ce qui est de mes occupations, j'écris en ce moment non pas un roman, mais un roman en vers. Sacrée différence. Dans le genre de Don Juan, Pouchkine pense au Don Juan de Byron, hors de question de songer à le publier, j'écris sans me prendre la tête. Notre censure est si capricieuse qu'il est impossible de savoir à l'avance ce qu'on peut et ne peut pas faire. Il vaut mieux ne pas même y réfléchir, et si on se décide, alors tout donner. Autant tout donner là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette citation qui est très célèbre, hein, qui est souvent utilisée, mais parce qu'elle est effectivement extrêmement représentative. Vous y voyez à la fois la désinvolture avec laquelle Pouchkine traite des genres, précisément, hein, du système des genres. J'écris un roman, mais pas n'importe quel roman, un roman en vers, sacrée différence. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Ça veut dire que roman est pris comme coquille, est pris comme vague forme, si vous voulez, l'idée de la narration. J'écris une histoire, ce sera l'histoire de ce dandy, Eugène Onegin, qui se résume en quelques lignes. Si vous avez lu le roman précisément, vous le savez déjà, cet Eugène Onegin qui, en bon héros byronien précisément, ennuyé de la vie de la capitale, de la vie de Saint-Pétersbourg, décide de rentrer dans sa campagne. Souvenez-vous, il peut le faire, puisque depuis 1762, Pierre III a octroyé aux nobles la possibilité de ne plus servir, de ne plus faire le service militaire et de retourner dans leur domaine. Justement, donc de retourner dans sa campagne pour essayer de changer d'air et d'y trouver une occupation plus agréable que celle du beau monde qui l'épuise, sujet romantique par excellence. Là, il rencontre un poète, lui aussi romantique par excellence, Lenski, qu'il tuera en duel. Et puis il tombe amoureux vaguement de cette jolie jeune fille, bien sûr issue de la petite noblesse, mais aussi un peu paysanne pour Onegin, parce que elle est un peu trop simple, ce n'est pas une jeune fille du beau monde, et puis elle est trop romantique. Tatiana Larina, elle est lectrice de romans, un roman romantique, là aussi encore une fois, de Richardson en particulier, et elle vit dans ces romans, elle vit dans cette atmosphère, et elle tombe follement amoureuse. Onegin n'en a rien à faire, il la laisse tomber, il tue Lenski en duel, il s'en va, il revient 10 ans plus tard, il retrouve dans un salon mondain notre Tatiana, devenue depuis lors une belle femme du monde. Il voit à quel point, en fait, elle vaut le coup, il lui déclare son amour, mais elle refuse ses avances sous prétexte que, mon coco, t'aurais dû réagir plus tôt, sous prétexte surtout qu'elle est mariée et qu'elle est à un autre, elle est à un autre et elle lui restera fidèle jusqu'au bout. D'ailleurs, elle lui restera d'autant plus fidèle jusqu'au bout que dans la suite de Eugène Onegin, dans les brouillons de Pouchkine et dans les parties qui n'ont pas été publiées, la conception narrative voulait que le mari de Tatiana, qui était un vieil officier, alors vieil officier par rapport à Onegin, en fait allait être un décembriste justement et envoyé en Sibérie, et Tatiana, comme toutes ces femmes de décembristes, allait le suivre. Voilà, donc l'histoire complètement banale, d'une banalité exemplaire, mais Pouchkine en fait quelque chose de tout à fait extraordinaire, puisque, et bien précisément, il va transformer par le biais du genre romanesque qu'il emprunte à l'Occident, qu'il emprunte à ses lectures occidentales, il va transformer par le biais du genre romanesque la façon d'écrire la poésie.
Et il va introduire dans la poésie, il va utiliser la poésie pour écrire une histoire, là aussi, qui normalement, qui a priori dans le système des genres, dans le système traditionnel des formes, ne devrait pas être exprimée en vers, ne devrait pas du tout être exprimée dans une forme qui est censée être dévolue à l'expression seulement de choses hautes, d'éléments élevés, de choses élevées, de choses beaucoup plus spirituelles, de genre beaucoup plus élevé que de simples histoires d'amourettes qui se terminent mal. Et alors, la transformation que Pouchkine opère dans la langue poétique, qui est une transformation qu'il a déjà entamée précédemment, mais qui dans Eugène Onegin va être cruciale, c'est une transformation qui va donner à la poésie des caractéristiques dites prosaïques, c'est-à-dire qu'il va en réalité introduire dans la prose le bavardage mondain, la façon de bavarder, la façon de parler, ce qu'on appelle le talk à l'époque. Le bavardage, cette poésie du bavardage, cette poésie de l'amusement, cette poésie justement du dialogue léger, de la conversation légère, une conversation légère qui va être celle d'Onegin, qui va être celle du narrateur, Pouchkine, de Pouchkine narrateur, de Pouchkine auteur avec un grand A comme personnage de son œuvre, et qui va aussi être en conséquence la forme de conversation adoptée par l'auteur lorsqu'il s'adresse au lecteur. Et toute la beauté et tout le génie d'Eugène Onegin, du roman en vers, consiste en ces incises, précisément, en ces digressions extrêmement variées et multiples d'adresses directes, de métalex précisément, d'adresses directes de l'auteur au lecteur, lorsque l'auteur joue avec l'horizon d'attente du lecteur, comme on dit, lorsque l'auteur joue avec les conventions du genre, par exemple en annonçant ce qu'il va faire. Je vais vous présenter mon personnage tout de suite maintenant, excusez-moi, j'ai oublié dans les histoires précédentes, et en concluant par exemple la première partie du roman par toute une réflexion sur ce que c'est que ce roman que Pouchkine est en train d'écrire. Et en particulier, c'est là-dedans qu'il livre, dans le 6e chapitre, à la strophe 43, un quatrain qui là aussi est célèbre et qui est tout à fait révélateur de l'état de la poésie russe de l'époque. L'âge me pousse vers la prose, l'âge chasse la folle rime, que je l'avoue en soupirant, je courtise moins ardemment. C'est la traduction de Jean-Louis Baquès. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que la poésie n'est que l'affaire des jeunes ? Oui, de la jeune littérature. La prose, c'est l'affaire d'une littérature mûre, d'une littérature adulte. Et c'est bien la conception qui domine à l'époque, la conception des années 1820-1830, une conception qui est élaborée sous la plume de Pouchkine, sous la plume de ses contemporains, de très nombreux prosateurs qui sont considérés aujourd'hui comme des auteurs mineurs, mais qui sont en réalité aussi tout autant, sinon plus, aux origines justement de cette prose russe romantique des années 1820, et sous la plume de la critique. La prose artistique, comme on dit en Russie, художественная prose, la prose littéraire, est considérée et conçue comme une étape supérieure même de l'évolution littéraire que la poésie. Dans le système de Belinsky, la poésie et le chant est l'étape d'évolution numéro 1 des nations, tandis que la prose, cette capacité à d'écrire, à reproduire le réel en littérature, mais de le reproduire d'une manière artistique, étant le signe d'un développement supérieur. Et alors, la transition qu'opère Pouchkine lui-même du vers à la prose, alors tout en le disant en vers, regardez bien, évidemment, c'est une transition qui va être marquée entre les années 1820 et 1830 dans son œuvre, puisqu'il va continuer dans cette veine et rédiger ce que vous connaissez peut-être, les récits de Belkine, Povesti Belkina, au tout début des années 1830, en 1831. Et il va bien sûr finir avec 1836, alors finir parce qu'il meurt en 1837, avec La fille du capitaine, ce roman que j'ai évoqué la dernière fois, qui retrace la révolte de Pugatchov à travers une perspective personnelle, à travers une perspective individuelle, celle des deux protagonistes, Grignov et Marchenka,
qui tombent amoureux dans cette tourmente historique qui les entoure et qui présente le personnage de Pugachev comme un personnage réel, un personnage avec une épaisseur, sinon psychologique, du moins tout à fait familière. Alors pourquoi Pugachev et pourquoi je parle de Pugachev? Eh bien parce que, en fait, c'est tout à fait symptomatique, aussi bien de Pouchkine que de ses auteurs dont on va parler dans un instant, la transition de la poésie qui marque la période des années 1800 à 1820 vers la prose, qui est le marqueur plutôt donc, des années suivantes, de la décennie suivante, et qui va durer, la domination de la prose qui va durer jusque dans les années 1890-1900. Cette transition passe par le retour et le regard vers l'histoire. La matière historique, l'utilisation de la matière historique, l'intérêt pour le matériau historique, c'est quelque chose qui est tout à fait caractéristique de cette transition de la forme poétique à la forme prosaïque dans les années 1830, et l'on retombera bientôt sur nos pattes avec Tolstoï dans les années 1860. Alors, transition historique, je reviens là-dessus tout à l'heure, transition historique qui est marquée chez Pouchkine, par exemple, dans la rédaction la création de son drame historique, Boris Godunov, que vous connaissez peut-être parce qu'un opéra en a été créé un peu plus tard au XIXe siècle, l'opéra de Glinka, mais qui au départ donc, est un drame d'Alexandre Pouchkine, entamé en 1825, mais qui ne verra le jour en fait que dans les années 1830, et ce décalage va expliquer entre autres l'accueil extrêmement mitigé des contemporains. Quoi qu'il en soit, l'œuvre est fondamentale, entre autres pour notre réflexion, puisqu'il écrit dans sa préface en 1828, vous voyez, dans les années qui correspondent en France aussi aux définitions du romantisme et du drame romantique. L'étude de Shakespeare, de Karamzine et des auteurs de nos chroniques des temps anciens, m'a donné l'idée de transposer dans une forme dramatique l'une des époques les plus dramatiques de notre histoire récente. Sans subir aucune autre influence, je me suis inspirée de la façon qu'avait Shakespeare de représenter ses personnages sans aucunement se restreindre et de construire son œuvre le plus simplement et sans plan précis. J'ai suivi Karamzine pour ce qui est du déroulement des événements et tenté de deviner dans les chroniques les mœurs et la langue des temps passés. Riche source, je ne sais si j'ai réussi à les utiliser à bon escient, mais mon travail n'en fut pas moins honnête et acharné. Alors, toute l'écriture de Boris Godunov est un thème pour une conférence à part, mais ce qui est très intéressant pour nous, c'est que c'est précisément ces trois sources que cite Pouchkine qui vont être à l'origine de son tournant précisément vers la prose, de son tournant d'abord vers l'histoire, le drame historique qui est une forme dramatique, et ensuite vers la prose. Donc Shakespeare, Karamzine et les chroniqueurs des temps anciens. Et c'est un bon moment pour se souvenir que Karamzine, à l'époque déjà décédé, déjà défunt, il meurt en 1826, est celui qui est resté dans la littérature russe comme l'auteur de l'histoire de l'Empire russe, l'histoire de la Russie et de son empire, c'est-à-dire cette immense œuvre en plusieurs tomes dans laquelle notamment Karamzine profite de son récit historique pour republier, pour faire réémerger des textes oubliés à l'époque, des textes anciens, à commencer par le dit de la campagne d'Igor en 1800, qui est publié à part, et en continuant avec d'autres œuvres anciennes que Pouchkine découvre précisément grâce à Karamzine. Alors, en 1830 également, Pouchkine révèle une autre source extrêmement importante et évidente de son œuvre romanesque. Ce sont les romans de Walter Scott, qui passionnent plus d'un lecteur talentueux en Russie à l'époque, à commencer par Karamzine justement. Le charme principal des romans de Walter Scott consiste en cela que les temps anciens sont présentés non avec l'enflure d'abord des tragédies françaises, ni avec la pudibonderie des romans sentimentaux, ni avec la dignité de l'histoire, mais de façon moderne, familière. Ici, au contraire, ce qui nous charme dans le roman historique,
c'est que ce qui est historique est absolument ce que nous voyons. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Ça, c'est tout à fait quelque chose que va essayer déjà d'appliquer Pouchkine à son œuvre, à sa première œuvre romanesque, hein, à La fille du capitaine, et c'est quelque chose que Tolstoï va poursuivre dans Guerre et qu'il poursuit d'ailleurs plutôt que cela dès La Massif de Sébastopol. Et La Massif de Sébastopol est une œuvre écrite sur le tas, hein, dans l'immédiat de l'action, en quelque sorte, hein, qui reproduit cette volonté de témoignage, tandis que Guerre et Paix vraiment s'inspire, hein, clôt toute cette, si vous voulez, tout ce cycle de retour à l'histoire, d'intérêt pour l'histoire qui commence dans les années 1820-1830, avec notamment Pouchkine, mais aussi avec d'autres de ses contemporains qui cherchent également à reproduire le passé, mais de manière cette fois-ci familière, hein, c'est-à-dire à rapprocher le passé de nous en s'imaginant ces personnages tels qu'ils étaient véritablement. Alors vous avez la quête de la vérité et la quête de l'historicité qui s'agencent, hein, qui s'articulent et qui donnent des résultats tout à fait intéressants. Alors, ce tournant historique est accompagné d'un engouement pour le folklore, pour la culture populaire, qui lui aussi commence dans les années 1820. Je vous donne ici un exemple, c'est celui du traité sur la poésie romantique d'Oreste Somov, qui est l'un des écrivains dits mineurs de l'époque pouchkinienne, mais qui à l'époque était tout à fait célèbre, et qui rédige en 1823 donc, ce traité qui devient un manifeste du romantisme russe, mais dans lequel il annonce quelque chose qui va être tout à fait fondamental pour sa génération, c'est-à-dire la nécessité d'avoir sa propre poésie nationale, narodная poésie, qui ne soit pas une poésie d'imitation et qui soit indépendante des légendes des autres, hein, des légendes étrangères. Donc le but, c'est d'aller chercher dans le terreau russe, en quelque sorte, hein, dans le passé, dans ce fameux patrimoine que Karamzin, souvenez-vous, a ouvert, a redécouvert ou a découvert et a formulé à la fin du XVIIIe siècle. Le but est d'aller y chercher du matériau pour créer une prose spécifiquement nationale. Donc en plus du tournant historique, en quelque sorte, que l'on retrouve chez Pouchkine, que l'on retrouve chez Alexandre Villemin, que l'on retrouve chez Lajetchnikov, que l'on retrouve chez Zagoskin, chez tout un grand nombre de romanciers, cet engouement pour le folklore, cet engouement pour la culture populaire est tout à fait symptomatique du début du XIXe siècle, et c'est une tendance qui va aller en s'accentuant tout au long du XIXe, puisque dans les années 1830, Ivan Kireevski publie un premier recueil de chants populaires. Ivan Kireevski est un poète et philosophe de tendance dite slavophile, c'est-à-dire que justement, il s'intéresse précisément à tout ce qui constitue selon lui la spécificité de la culture authentiquement russe, non dévoyée par les réformes de Pierre le Grand. Et il va faire œuvre vraiment de folkloriste, de scientifique, à rassembler des chants populaires. Et puis c'est une tendance qui va se poursuivre jusqu'à la fin du XIXe siècle, pour sauter et brûler quelques étapes, avec la constitution des recueils de contes russes d'Afanassiev dans les années 1860, qui sont traduites en français, d'Alexandre Afanassiev, dont un tome de contes licencieux, qui sont particulièrement croquants, et puis qui se poursuit cette tendance avec l'œuvre entamée là aussi dans les années 1850 et qui se poursuit jusque dans les années 1870 de Vladimir Dal, dont je n'ai pas la photo malheureusement, mais qui est le très célèbre auteur du dictionnaire russe, que vous connaissez peut-être, Vladimir Dal, et qui, ce monsieur très barbu comme Tolstoï, en utilisant, et d'ailleurs parfois en piquant aussi à ses prédécesseurs, quelques sources qui existaient avant lui, a fait un immense travail de rassemblement, de collecte de proverbes russes et de mots spécifiquement dialectaux qu'il inclut dans son dictionnaire, mais qu'avant d'inclure dans son dictionnaire, il incluait dans sa prose.
Et cette tendance à vouloir aller chercher auprès du peuple, entre guillemets, la culture authentique, la culture russe qui va nourrir cette prose, c'est-à-dire cet état supérieur d'évolution de la littérature nationale dès les années 1820-1830, c'est une tendance qui va mener à des transformations drastiques, à des métamorphoses tout à fait intéressantes dans la forme même des œuvres, dans la langue même avec laquelle ces œuvres seront écrites, puisque progressivement, il va s'agir, à la suite de Pouchkine et de ses contemporains, d'inclure dans la littérature la langue du quotidien. Et pas seulement la langue du quotidien des salons, ou la langue du quotidien de ce que l'on peut entendre à Saint-Pétersbourg, à Moscou, dans la rue, mais la langue des campagnes, la langue des provinces. Et plus on avancera dans le siècle, plus les auteurs seront désinhibés, en quelque sorte, pour précisément inclure le plus possible même des dialectes, des façons de parler dialectales dans leurs œuvres. Et c'est ce qui va nous mener au théâtre, par exemple, à des œuvres comme celle d'Alexandre Ostrovsky, qui est le fondateur du théâtre d'art de Moscou, et dont vous avez la statue à Moscou, justement, à côté du théâtre, du premier théâtre de Moscou. Dans la prose, ce sera l'œuvre de Nikolai Leskov, dont on va reparler un peu tout à l'heure, et qui inclut dans les années 1870-1880 le parler véritablement paysan de la province de Tver, à côté de Moscou, dans son œuvre prosaïque, en faisant complètement exploser tout le système des genres et des formes que l'on connaissait jusqu'alors, par la forme précisément. Alors je reviens à mes années 1820, aux origines de ce tournant historique, et pour vous préciser quelques petites choses, que la naissance de l'école folklorique, l'étude des traditions populaires, c'est quelque chose qui commence en Russie dès la fin du XVIIIe siècle et qui va marquer d'ailleurs profondément l'émergence d'une littérature utopique, d'une littérature de l'utopie, puisque le passé, je cite ici Leonid Delage et Michel Niqueux, devient une étoffe dont on fabrique des mondes meilleurs, un stock d'images chimériques, dès la fin du XVIIIe siècle. Et vous avez des exemples d'exploration du passé, d'exploration qui vont mener à des transformations par l'intérieur de ces genres comme le théâtre ou la prose, dès la fin du XVIIIe, encore une fois, avec le Faux Dimitri de 1770, et bien sûr les drames historiques de Catherine, jusqu'aux œuvres de Karamzine, comme en 1802, par exemple, qui rédige une nouvelle, Marfa Passadnica, Martha de Novgorod, dans laquelle, eh bien, précisément, c'est l'histoire ancienne de Novgorod, de l'époque d'Ivan Terrible, qui est ressuscitée, en quelque sorte, dans le texte de Karamzine. Et puis, le folklore va fournir un matériau de choix aussi pour explorer le passé russe, là encore, dès la fin du XVIIe, avec quelques titres que je vous donne, l'oiseau moqueur ou les contes slaves de Chulkov, par exemple, ou les contes russes de Vassili Lovchine. Et cette tendance d'abord scientifique, d'abord à la fois scientifique et d'un intérêt, si vous voulez, de connaissance du passé, va se transformer dans les années suivantes, dans les décennies suivantes, en un intérêt formel, en un intérêt purement littéraire, puisqu'on va assister à l'émergence de réécriture, justement, de ces contes, de ces ballades, de ces chansons, sous la plume de Pouchkine, l'auteur de contes russes, là encore, que vous connaissez peut-être, et que vous avez peut-être lu en étant petit ou que vous lisez encore à vos enfants. Ces contes russes, en réalité, que Pouchkine reprend de traditions anciennes, de traditions orales, mais qu'il transforme avec l'ironie qui lui est propre, précisément, pour en faire un matériau littéraire. Je pense aussi, bien sûr, aux fables de Krylov. Krylov, c'est-à-dire la fontaine russe, c'est celui qui crée, là encore, en s'appuyant sur des traditions anciennes, à la fois en puisant chez Ésope, chez La Fontaine, mais aussi dans les sources purement traditionnellement russes, disons, qui
réinvente, participe à réinventer la langue littéraire, cette fois-ci en la poussant plutôt vers une russité, pour reprendre ce terme de la dernière conférence, vers une russité archaïque, archaïsante, qui va l'éloigner le plus possible de modèles européens. Alors, Alexandre Veltman est une figure qui est particulièrement intéressante pour comprendre ce tournant historique et ce tournant vers le folklore. C'est un écrivain qui est un contemporain de Pouchkine et de Gogol, et qui est un précurseur justement de ce dont je viens de vous parler, de Vladimir Dal, dont il est d'ailleurs aussi le contemporain à la fin de sa vie, ainsi que de Nikolai Leskov, dans la mesure où Veltman va associer dans ses romans à la fois sources historiques et sources folkloriques. Et il va les associer d'une manière qui est tout à fait intéressante, puisqu'il va créer ce qu'on va appeler des contes-romans, des romanskaske, ou des romans-contes, et dans lesquels il jouera avec des personnages historiques qu'il mettra en scène dans des, si vous voulez, dans des configurations narratives qui seront celles du conte russe, justement, en, là encore, recréant et transformant tous ces genres les uns après les autres, et en introduisant, là encore, dans ses textes, dans son écriture, des formules, des termes, un lexique qu'il puise dans la littérature populaire, autrement dit dans la tradition orale, dans les contes, les légendes et la poésie qu'il peut entendre à la fois en Russie et dans ce qu'on appelait à l'époque la Petite Russie, c'est-à-dire l'Ukraine, dont, comme vous le savez très certainement, Nicolas Gogol, Nicolas Gogol, en 1830, livre un portrait littéraire qui va faire fureur dans la littérature russe et auprès du lectorat russe de l'époque, en signant Les soirées du hameau près de Dikanka. C'est la première œuvre dans cette toute petite bibliographie. Et pourquoi elle va faire fureur, cette œuvre? Eh bien parce que Gogol va aller puiser, comme ses contemporains Veltman, Somov, Dal et d'autres, va aller puiser dans le folklore local, dans les sources folkloriques qui sont celles de l'Ukraine, de sa région de naissance. Il est né à côté de Poltava, c'est plus ou moins à côté de Kiev, en 1809. Et il va puiser dans ces sources donc populaires pour retravailler ce matériau et le retravailler de manière littéraire et en faire œuvre littéraire. Alors, ce que fait Gogol ici, c'est quelque chose qui est symptomatique d'un processus tout à fait typique du romantisme. Non seulement du romantisme russe, mais aussi du romantisme européen. Vous savez tous, je pense, que dans le romantisme européen, il est d'usage très fréquemment justement de s'appuyer, pensez par exemple au conte d'Hoffmann, de s'appuyer sur des contes, sur des éléments, sur des textes du folklore, sur un matériau folklorique, pour créer une littérature qui ait des racines justement nationales et qui montre comment de ces racines nationales se créent des textes tout à fait originaux, des textes tout à fait originaux dans lesquels il y a un conteur qui s'exprime, qui s'épanouit à travers justement cette production littéraire. C'est le propos du romantisme. Dans le contexte russe, c'est le prince Odoïevski que vous avez juste ici, Vladimir Odoïevski, l'auteur des Nuits russes, en particulier dans les années 1830, qui va poursuivre cette tradition européenne de romantisme européen en puisant justement dans le folklore occidental de manière extrêmement large pour créer une œuvre qui renouvelle précisément les inspirations anciennes et qui est à l'origine de la création de la prose russe. Mais Gogol, et Veltman, pardon, il est là, notre Veltman, ainsi que Gogol, et d'autres vont plutôt au contraire s'intéresser au folklore national, au folklore local si vous voulez, à cette littérature populaire, à cette culture populaire qui va leur permettre de retravailler jusqu'à la forme, encore une fois je reviens à ma marotte, jusqu'à la forme de leur texte, c'est-à-dire d'inclure dans leur texte littéraire des façons de parler,
des personnages, des formes qui sont hors de la littérature a priori, mais qui vont transformer cette littérature par l'intérieur. Et dernière chose qui est extrêmement importante, c'est que ce tournant historique dont on vient de parler, l'engouement pour le folklore dans un deuxième temps, sont tous les deux prémices à la création d'une littérature qui, au contraire de ce qu'on va dire par la suite, que justement c'est le début de la prose russe qui va mener au réalisme russe, c'est le fait de justement s'intéresser à la culture populaire qui va permettre de reproduire dans la littérature la vie russe en tant que telle, donc de créer une prose vraiment réaliste. Eh bien, au contraire de cette tendance qui va arriver un peu plus tard, mais qu'il va falloir nuancer, en réalité, les premiers moments sont plutôt marqués par un tournant fantastique et par une écriture fantastique. Alors, c'est ce que dans mes slides précédents, qui ont défilé à toute vitesse parce que je n'étais pas dans le bon ordre, vous avez peut-être aperçu. Aussi bien Fadi Bulgarin que Vladimir Dostoïevski. Alors Bulgarin, c'est le Salieri de la littérature russe de l'époque, écrivain extrêmement prolifique, extrêmement populaire, très à la mode dans les années 1830. Il est extrêmement mal aimé parce que eh bien, il a une très mauvaise réputation. Sa mauvaise réputation tient au fait qu'il collabore avec le 3e département de la police politique de Nicolas Ier, et il est absolument haï par... et il a raison, il est absolument haï par Pouchkine et consorts, et la place qui lui est dévolue depuis dans la littérature russe, dans l'histoire de la littérature russe, n'est absolument pas enviable. Mais si l'on adopte une perspective de sociologie de la littérature et qu'on revient au moment de création des années 1820 et 1830, Fadi Bulgarin fait partie de toute cette cohorte de jeunes prosateurs qui renouvellent la prose russe justement, enfin qui l'inventent dans les années 1820 et qui nous intéresse parce que avec Dostoïevski, et je reviens au 3e dans 2 secondes, eh bien, il crée le premier texte fantastique, utopique de la littérature russe, qui est Le Voyage au centre de la Terre, en 1824. Et très rapidement, donc, Vladimir Dostoïevski crée une seconde œuvre fantastique, utopique même, l'année 4338, ce qui va être tout à fait intéressant, puisque même si c'est un roman inachevé, on voit comment, aux origines de la prose russe, aux origines du mouvement de prose, aux origines de la création de la prose, en plus de ces mouvements, si vous voulez, ou regards vers le réel, eh bien, il y a une sorte d'envolée vers le fantastique, d'envolée vers l'utopie. Pourquoi et précisément c'est le fantastique qui prend le pas? C'est une question absolument passionnante, et c'est une question qui demeure, d'autant plus si l'on regarde que chez Gogol, je reviens d'abord à Gogol, les œuvres suivantes des années 1830, les Nouvelles de Pétersbourg dans le recueil arabesque, Mirgorod en 1835, et jusqu'aux âmes mortes évidemment en 1842, qui est publié enfin qui commence en 1842, qui est publié en 1945, eh bien, Gogol est un auteur qui non seulement emprunte à cette culture populaire ses formes et ses matériaux, mais il emprunte aussi à la veine romantique, disons, de la culture populaire, la passion pour le fantastique, pour l'illusion, pour la magie, pour le surnaturel. Souvenez-vous des récits, des nouvelles comme Le Nez, où le major Korolev se réveille un matin sans son nez, parce que son nez est allé gambader tout seul et est devenu un personnage encore plus haut placé que lui dans l'échelle sociale, dans l'échelle des tables des rangs. Souvenez-vous bien sûr des soirées du hameau près de Dikenka, et puis enfin, bien sûr, pensez aux âmes mortes, à Tchitchikov et à tout ce voyage extraordinaire de quête des âmes des serfs disparus, des âmes mortes que Tchitchikov cherche à récupérer pour se constituer un pactole et échanger les listes de paysans contre les obligations de banque pour pouvoir se créer sa propre propriété, pour pouvoir acheter une propriété. Alors,
Ce qui est très intéressant, c'est que cette veine fantastique, d'abord, est quelque chose qui va naître dans les années 1820, mais se poursuivre jusque tard dans le 19e siècle et continuer, mais sous des formes différentes au 20e, évidemment, jusque dans la science-fiction soviétique. Si on pense par exemple rien qu'au texte des frères Strugatsky, dont pensez à Pique-nique sur le bord du chemin, qui va donner à Andrei Tarkovsky son scénario du Stalker, par exemple. Mais c'est aussi quelque chose qui nous intéresse plus précisément dans le cadre de la prose, puisque en 1844, Vladimir Odoïevski rédige Les Nuits russes, qui est un texte absolument crucial du romantisme russe, et en 1844, il inclut, dans Les Nuits russes, qui publie plus tôt, il inclut un récit qui s'appelle Une ville sans nom, c'est une sorte de variation sur le thème de l'Atlantide, et qui préfigure, qui est tout à fait intéressant, parce que c'est une variation sur le thème de l'Atlantide, qui est en fait une réflexion sur la coordination sociale, qui est une réflexion sur la manière de vivre en société, sur Bentham et le palais de verre de Bentham, qui prévoyait qu'à une étape supérieure d'évolution de la société, les gens vivraient tous dans une sorte de palais de verre, où chacun donnerait selon ses capacités, recevrait selon ses moyens, recevrait selon ses capacités, et qui prospérerait dans un matérialisme utopique extraordinaire, mais qui, en fait, comme l'explique le narrateur de Dostoïevski, en fait, ne fonctionne pas et mène tout le monde à sa perte, au point où la ville a perdu jusqu'à son nom, tant les hommes se sont mal conduits à l'intérieur. Mais ce palais de verre, ce palais de cristal du philosophe anglais Bentham, que Dostoïevski explore en 1844, c'est quelque chose qui va donner sa source, son inspiration à un passage crucial du roman de Nikolai Tchernyshevsky, que vous avez juste ici, que vous connaissez peut-être de nom, un roman rédigé en 1864 qui s'appelle « Que faire ?» Oui, oui, comme le titre de la brochure de Lénine, paru une vingtaine d'années plus tard, puisque c'est un roman particulièrement apprécié par l'intelligentsia bolchevique. Un roman « Que faire ?» qui est tout à fait intéressant et qui est traduit en français, dont la lecture est un peu pénible parce que, comme le disait l'auteur lui-même, il n'a pas écrit un bon roman. C'est un roman qui ne se lit pas facilement parce qu'il est mal écrit, mais c'est un roman qui est devenu, dès sa parution, extrêmement célèbre, extrêmement populaire, qui a eu un succès absolument phénoménal, malgré le fait qu'il est très très mal écrit, parce que c'est un roman qui était, en plus d'être un texte dans lequel il y avait une intrigue, on voulait savoir ce qui allait se passer, et l'intrigue était absolument géniale. Il s'agissait d'un couple marié, Vera et son mari Alexandre, un médecin, dans lequel Vera tombait amoureuse d'un autre, et Alexandre décidait, pour que sa femme soit heureuse, de se suicider. Puisque pour lui, l'adultère de sa femme était tout simplement le signe qu'il devait s'écarter de la vie personnelle de son épouse. Imaginez-vous un tout petit peu si dans Anna Karénine, Monsieur Karénine décidait de laisser Anna vivre sa passion avec Vronsky et, dans sa grandeur d'âme, se jeter lui-même sous les rails sur les rails, plutôt sous le train, au lieu de laisser Anna aller à sa perte. Bon, donc ce roman, Que faire, de Nikolai Tchernyshevsky, présente en fait les hommes nouveaux, des hommes nouveaux qui sont censés, par leur manière de vivre et par leur manière de faire, révolutionner la société. Et dans ce roman, il y a plusieurs choses qui sont extrêmement importantes pour nous. La première étant qu'il poursuit la veine utopique, la veine fantastique, en écartant les autres, justement, veines qui nous ont intéressés jusqu'à présent, à savoir l'intérêt pour le matériau historique et l'intérêt pour le folklore. Il poursuit la veine utopique en reprenant le modèle de la ville sans nom dans le 4e rêve de Vera Pavlovna, donc c'est cette Vera dont il était question,
ce quatrième rêve, très très célèbre, parce qu'elle en voit 4, donc le quatrième c'est le plus célèbre, c'est le rêve dans lequel elle se voit, elle s'imagine, bien des années après le moment de l'intrigue, déambuler dans un vaste champ, au milieu duquel s'érige un grand palais de cristal, un palais de verre, un palais de cristal, qui accueille ces gens nouveaux, qui vivent tous de manière extrêmement harmonieuse et équilibrée, puisque dans ce palais de cristal, il y a des salles pour tout. Il y a des salles pour manger, il y a des salles pour travailler, il y a des salles pour se reposer, il y a des salles pour faire l'amour, il y a des petits rideaux roses aux fenêtres. Ça doit vous rappeler, je pense, 1984, ce n'est pas du tout pour rien. Bref, enfin, c'est la vie idéale, c'est la société idéale. Et alors, cette veine utopique, cette veine fantastique et utopique que l'on retrouve sous une forme ou sous une autre, sous un aspect purement formel comme chez Gogol, je pourrais y revenir tout à l'heure si vous le souhaitez, mais je voudrais continuer pour l'instant, que l'on retrouve sous une forme narrative, hein, dans le récit, dans la narration, comme chez Tchernyshevsky. C'est une veine qui va continuer donc jusqu'au XXe siècle, comme je viens de le dire, jusque dans les romans comme Le Maître et Marguerite de Bulgakov, évidemment, comme la science-fiction dont je viens de parler, comme des œuvres absolument fondamentales des années 1920, de rénovation, là encore, de la prose russe. Voilà, alors ce que vous avez vu là, c'est que des années 1820-1830 jusqu'à la fin du XIXe siècle, alors de manière un peu précipitée, nous avons vu que l'évolution de la prose russe, l'affirmation de la prose russe, c'est une affirmation qui se fait en plusieurs étapes. D'abord par le biais d'un intérêt pour le matériau historique qui est celui de la Russie, le matériau national, le matériau de l'histoire nationale, auquel on commence à s'intéresser dès Karamzine, mais que l'on met en forme à partir des années 1820, par le biais d'un intérêt pour le matériau national qui est le folklore, c'est-à-dire cette culture populaire que l'on découvre petit à petit, à la fois de manière extrêmement scientifique, mais aussi de manière littéraire, hein, par le biais d'abord de l'engouement romantique pour le peuple et la figure du peuple et le folklore, et puis ensuite par le biais des volontés, là aussi extrêmement soutenues dès les années 1840 et jusqu'à la fin du siècle, d'explorer véritablement la province russe, cette province qui va trouver son reflet dans le dictionnaire de Vladimir Dal, par exemple, justement, et dans les récits et les romans de Leskov. Et puis, nous avons vu aussi que ce tournant vers la prose, ce passage de la poésie à la prose, qui n'est pas du tout anodin, s'accompagnait d'une veine fantastique, hein, de l'affirmation d'une veine fantastique. Alors, formellement, chez Gogol, pour revenir à lui, et en particulier aux âmes mortes, mais pas que, la veine fantastique, la forme fantastique, c'est quelque chose qui va être relevé dans sa poésie qu'au XXe siècle. Dans les années 1830-1840, Gogol est la figure de proue d'un mouvement littéraire qui s'appelle l'école naturelle et qui est porté par Vissarion Belinsky, celui dont je vous ai parlé au tout début, celui qui en 1834 rédige ses rêveries littéraires. Dans les années 1830-1840, Belinsky trouve en Gogol le second génie de la littérature russe, un génie qui va être capable, non plus cette fois-ci dans la poésie, comme l'avait fait Pouchkine, mais dans la prose, dans la langue de prose, de reproduire la réalité russe, de reproduire le caractère national, justement, cette fameuse narodnost, dans ces œuvres mortes que Belinsky considère comme une œuvre profondément russe parce qu'elle est profondément réaliste selon lui et décrit la Russie telle qu'elle est. Alors cette école naturelle qu'il ne faut surtout pas confondre avec le naturalisme comme on l'entend en France par exemple sous la plume de Zola, puisqu'il s'agit là d'un phénomène des années 1840 en terrain russe, c'est un mouvement qui est officieux, hein, qui ne se crée pas sous la plume de Belinsky. Belinsky reprend un terme que lui lance la critique
à laquelle donc, cette tendance nouvelle ne plaît pas. Mais c'est une formule qui va avoir une fortune exceptionnelle, puisque Belinsky est un critique extrêmement influent et que son école naturelle, sa définition du réalisme, qui s'appuie justement sur une mimésis parfaite, donc sur une imitation parfaite de la réalité, mais sur une imitation de la réalité qui doit avoir pour but de dire au lecteur la vérité sur cette réalité. Alors c'est ça que ça devient un tout petit peu compliqué, parce que normalement qui dit réaliste dit reproduction du réel, dit volonté de reproduire le réel tel qu'il est. Belinsky dit oui, reproduire le réel tel qu'il est pour en fait livrer la vérité sur le réel. Et qu'est-ce que c'est que la vérité sur le réel? Ça veut dire quand même une certaine idée du réel. Ça veut dire quand même en réalité livrer non pas une image du réel telle qu'elle serait de manière objective, entre guillemets, mais de livrer l'image d'un réel tel qu'il devrait être dans une conception plus ou moins subjective de l'auteur qui serait d'accord avec les idées de Belinsky et de ses héritiers, de représenter la vie russe dans ses moindres retranchements, dans toutes ses manifestations, aussi bien les plus belles que les plus laides, ceci pour instruire le lecteur. Donc le réalisme russe, en fait, est matiné d'idéalisme à un degré qui révèle ses origines romantiques beaucoup plus que ses origines purement prosaïques, pourrait-on dire, en employant le terme dans un sens tout à fait premier. Et cet idéalisme du réalisme russe, c'est un idéalisme qui va demeurer associé au réalisme jusqu'à la fin du XIXe siècle, en suivant toutes les péripéties d'évolution et d'établissement de ce que Melchior de Voguet a appelé le roman russe, c'est-à-dire le roman historique d'Ivan Tourgueniev, le roman historique d'Ivan Tourgueniev, les romans dits familiaux de Léon Tolstoï, ou encore les romans idéologiques de Dostoïevski. Et cet idéalisme, encore une fois, qui est propre, cette vision quasi romantique du réalisme qui est propre au roman russe, qui est propre au roman psychologique, à la prose psychologique, et quelque chose qui va être tout à fait visible, tout à fait que l'on pourra remarquer jusque dans le XXe siècle, jusqu'au moment où, alors pour faire un saut là extrêmement important et peut-être même un peu trop écartelant, jusqu'au moment où à la fin des années 20, l'on voudra revenir à une esthétique traditionnelle, à une esthétique classique, dire adieu de manière extrêmement violente aux avant-gardes, à la fin des années 1920, donc un siècle après nos événements premiers, et en disant adieu aux avant-gardes, revenir aux considérations justement propres à l'école naturelle, propres ensuite à la critique des années 1860, à Tchernychevski en particulier, donc l'auteur de Que faire, qui a été celui qui a placé Gogol en tête de file des écrivains réalistes du XIXe siècle, à son tour, et d'affirmer la nécessité de créer un réalisme qui serait, écoutez bien, non pas donc la reproduction du réel dans son objectivité, entre guillemets, mais la reproduction du réel dans son développement révolutionnaire. Nous sommes en 1934, premier congrès de l'Union des écrivains. Maxime Gorky, que nous avons vu tout à l'heure, je vais revenir à lui. Hop, il est là. Maxime Gorky déclare de la tribune la définition ultime du réalisme socialiste. Alors, qu'est-ce que c'est que ce réalisme socialiste? Eh bien, il dit que désormais, la littérature doit reproduire la réalité dans son développement révolutionnaire et l'écrivain, l'auteur de cette littérature, doit éduquer le lecteur dans l'esprit du socialisme. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire?
tout est clair, mais ça paraît complètement aberrant, c'est qu'en réalité, on doit désormais reproduire, imiter le réel, donner un compte-rendu du réel, mais non pas tel que le réel est véritablement, tel que la réalité est, mais tel que la réalité participe à manifester les signes du développement révolutionnaire à venir, par exemple, et qui s'orientent tous dans une perspective d'avènement d'un avenir radieux, celui du communisme bien entendu, et de la révolution. Alors, cette définition du réalisme socialiste, qui en réalité ne naît pas sous la plume de Gorky, qui naît dès 1932 sous la plume d'un critique extrêmement influent, le rédacteur en chef de la revue Novenir, Ivan Gronsky, qui va très très mal finir, lui aussi, il va être arrêté et fusillé à la fin des années 30. Il va être arrêté et envoyé au goulag à la fin des années 30, il va revenir 20 ans plus tard. Gronsky dira en 1932 qu'en fait cette formule de réalisme socialiste, c'est une formule qu'il a soufflée pour la première fois lors d'une conversation privée avec Staline. Donc ce véritable auteur de la formule, ce qu'il entendait par là, et c'est ça qui est très intéressant pour nous, c'est en fait un retour à une pratique du réalisme, à une pratique de la prose qui va aller, outre toutes les transformations qu'a connues cette prose russe tout au long du XIXe siècle, qui va passer outre toutes les évolutions de la prose, donc on va dire psychologique, ce que vous connaissez des romans de Tolstoï, de Dostoïevski ou de Tourgueniev, et qui va, au lieu de désormais donner la priorité à l'individu, comme l'avaient fait Tolstoï, Tourgueniev, Goncharov, Dostoïevski, Leskov ou Saltykov-Shédrine, donnera la priorité non plus à l'individu, mais au héros univoque, au héros qui doit être seulement l'incarnation des principes du socialisme, du communisme, selon la position de l'auteur, et qui doit évoluer dans un univers conçu à l'avance, un univers en réalité qui associerait d'une manière complètement paradoxale à la fois pensée utopique et reproduction du réel, mimésis et imitation du réel, objectivité, et qui donc en fait conduit à un style, à une méthode artistique, c'est une méthode artistique complètement paradoxale qui en réalité paraît inapplicable. Et alors, il est vrai que des romans de production, comme on va les appeler, c'est-à-dire ces romans qui s'intéressent aux vies des kolkhosiens et kolkhosiennes et des ouvriers et ouvrières, il n'y en a pas immensément, il n'y en a pas énormément. Et les grands modèles de réalisme socialiste, ce sont précisément des romans écrits avant 1934, à commencer par le roman de Maxime Gorky de 1906, La Mer. La Mer de 1906, dans laquelle Gorky reproduit le cheminement idéologique d'une femme du peuple qui s'éveille à la Révolution et qui transforme en quelque sorte le monde qui l'entoure par le biais de cet éveil idéologique. Mais c'est peut-être surtout l'adaptation cinématographique de La Mer de Gorky par Pudovkin, par le réalisateur Pudovkin dans les années 1930, qui va véritablement sceller le sort de ce roman et qui va en faire véritablement un roman réaliste socialiste, dans la mesure où le cinéma a énormément participé à faire de la prose russe classique, celle du XIXe siècle, celle que l'on connaît et dont on vient de parler, à en faire des œuvres du réalisme socialiste. Le cinéma stalinien, le cinéma des années 30 et 40, a énormément œuvré pour précisément transformer Gogol, Tchekhov, Ostrovsky en écrivains du réalisme socialiste. En s'appuyant d'une part sur un canon littéraire, c'est-à-dire sur une série de personnages littéraires d'auteurs absolument classiques établis par la critique, et d'autre part en s'appuyant sur une lecture critique des œuvres, une
lecture critique biaisée, une lecture critique univoque, sans autre possibilité d'interprétation que celle qui est proposée à l'écran, le cinéma va participer à faire de ces classiques des œuvres du réalisme socialiste. Et ce processus, ces transformations qui sont pléthores dans les années 1930, vont en réalité enlever au roman russe peut-être ses caractéristiques premières et la plus fondamentale, qui est sa capacité à l'auto-réflexivité, à ce qu'on va appeler la métafiction, sa capacité à s'interroger sur son propre genre. Ce par quoi nous avons commencé, c'est-à-dire la façon dont Tolstoï, en écrivant Guerre et Paix, s'interrogeait immédiatement, systématiquement, simultanément s'interrogeait en s'écrivant sur qu'est-ce que je suis en train d'écrire. De la même manière que Pouchkine, qui en 1821 entame Eugène Onegin, non seulement écrit Eugène Onegin, mais s'interroge en même temps sur ce qu'il est en train d'écrire et fait jouer l'ironie romantique, son rapport avec le lecteur, pour justement dégager de ce dialogue le propre de l'œuvre qui va en sortir, le propre du genre et de la forme qui va en sortir. Cette capacité à l'auto-interrogation, à l'auto-réflexion, la capacité à se remettre tout le temps en cause, de se remettre tout le temps en question du roman russe, c'est quelque chose qui est propre au roman russe de tout le 19e siècle, au roman des années 1840 aux années 1880, et c'est quelque chose qui va être complètement évacué du modèle réaliste socialiste. C'est quelque chose que l'on va retrouver uniquement dans la littérature parallèle, comme on peut l'appeler soviétique, par exemple dans Le Maître et Marguerite de Bulgakov, et c'est quelque chose que l'on va retrouver ensuite au moment du dégel, dont on va parler la prochaine fois, à partir du moment où des écrivains émergent pour remettre en question justement l'artificialité du réalisme socialiste et qui veulent revenir à une quête de la vérité, je cite un terme fondamental de la nouvelle critique littéraire des années 1950, après 1956, mais revenir à la vérité par le biais justement de l'interrogation. Et ces interrogations, ces réflexions, ces angoisses aussi, ces quêtes d'identité, à la fois d'identité romanesque et d'identité prosaïque et d'identité auctoriale, c'est quelque chose qui va se manifester à la fois dans le jeu des formes romanesques, comme on va devoir attendre un peu plus tard dans le XXe siècle, spécifiquement soviétique, pour voir émerger des nouvelles formes romanesques, même si là encore c'est le fantastique par exemple qui va venir nourrir énormément le processus littéraire, le processus prosaïque. On va penser plutôt à ce qui se fait en même temps dans la prose de l'émigration, à Nabokov par exemple, qui crée une œuvre qui ne cesse de s'interroger sur ce qu'elle est, qui ne cesse d'interroger le genre et sa forme. Et puis on va retrouver cette tendance à l'introspection, à l'auto-réflexion, encore une fois à la fois formelle et plus générale, dans la réémergence de personnages, et c'est par là que je finirai dans quelques minutes, dans la réémergence de personnages à partir de la fin des années 30, de personnages qui sont de nouveau, je vais dire de nouveau parce que en fait c'est un clin d'œil au passé, c'est un clin d'œil qui sont de nouveau après la période de réalisme socialiste, justement, lorsque on n'avait plus le droit d'écrire de la tragédie, on n'avait plus le droit d'écrire des textes qui n'avaient pas un happy end, qui n'avaient pas une résolution harmonieuse et sans tension, sans contraste. On retourne à la pratique de personnages qui sont en proie au doute, et en particulier l'un des modèles, l'un des manifestes en quelque sorte de cette sortie du réalisme socialiste, qui se fait d'ailleurs en fait au moment même où le réalisme socialiste est encore la méthode officielle. C'est le personnage de l'intellectuel Yuri Zhivago du roman éponyme de Pasternak, le docteur Zhivago. Un personnage qui, comme vous le savez peut-être, ne se limite pas à son rôle de protagoniste dans le roman, mais qui donne aussi son nom à l'auteur des poèmes que Pasternak inclut à la fin du roman et qui ont été brillamment traduits en français par Michel Aucouturier, auquel je vous renvoie pour la lecture. Et le premier poème qui ouvre le cahier de Yuri Zhivago, c'est un poème qui s'intitule Hamlet.
Et dans ce texte hamlétien par excellence, le sujet lyrique, le poète, celui qui dit je, déclare qu'il est à la croisée des chemins, qu'il est sur scène, sous le feu des projecteurs, sous le feu de la rampe, et en reprenant sur lui, en reproduisant le discours du Christ au jardin de Gethsémani, en redemandant à Dieu le Père « Abba, pourquoi tu m'as abandonné ?», ce nouvel Hamlet, ce nouveau Hamlet des années 40 cette fois-ci, puisque Pasternak rédige les textes dans les années après la guerre, à la fin des années 40, se réinterroge sur sa propre identité et renoue avec la tradition justement de la prose psychologique, du roman psychologique, celui qui avait présenté aux lecteurs russes dans les années 1840, 1860, 1870 des personnages tiraillés, des personnages complexes, des personnages qui fonctionnaient par contraste, comme chez Dostoïevski par exemple, des personnages qui étaient des porteurs d'idées paradoxales ou d'idées opposées, qui manifestait au lecteur toute la complexité précisément de la psyché humaine. Alors, comment manifester cette complexité ? Encore une fois, la forme de ces romans y est pour grand-chose. La forme de ces romans et la technique narrative et la technique artistique à la fois d'un Tolstoï et d'un Dostoïevski qui reprend énormément de Gogol, par exemple, en le parodiant, ils sont aussi pour beaucoup. Mais précisément la manière dont Dostoïevski, par exemple, opère une transition des types gogoliens à ses propres caractères contrastés, à Raskolnikov, à Sonia, par exemple, dans Crime et Châtiment, à l'idiot du roman éponyme, au frère Karamazov, etc. Tous ces personnages extrêmement contrastés et faits de contraste sont là pour préciser précisément des aspects de cette psyché humaine qui, vous l'avez peut-être remarqué, dans les romans russes, ça se finit jamais bien. Et les gens sont rarement heureux. Pourquoi ? Parce que ce qui intéresse les romanciers, c'est sans doute effectivement vrai, ce qui intéresse les romanciers, c'est non pas l'individu équilibré, l'individu heureux, comme a dit Tolstoï pour le paraphraser, toutes les familles sont heureuses de la même manière. Les familles malheureuses le sont toutes différemment. Eh bien, les hommes malheureux le sont tous différemment, et ce sont les hommes malheureux justement qui intéressent au premier chef ces écrivains russes qui déploient toutes sortes de procédés artistiques, de procédés formels extrêmement impressionnants, extrêmement importants, comme la défamiliarisation chez Tolstoï par exemple, comme le dialogisme chez Dostoïevski pour employer des mots savants, mais qui tous finalement présentent des individus à la fois des types de leurs époques respectives et en même temps des individus qui nous parlent à chacun de nous lecteurs, car ils sont les représentants précisément d'une pensée dialogique, pour reprendre le terme de Plexit, c'est-à-dire qu'ils sont les représentants de cet esprit hamlétien, de ces doutes et de ces angoisses de personnages hamlétiens qui fascinent et passionnent les écrivains russes. Et je finirai par mentionner un essai rédigé par Ivan Tourgueniev dans les années 1960, un essai qui s'appelle précisément Don Quichotte et Hamlet. Hamlet et Don Quichotte, Hamlet et Don Quichotte. 1863, Ivan Tourgueniev rédige un texte qui va avoir une importance absolument capitale pour l'évolution du roman russe, alors que vous allez me dire, c'est un essai. Oui, mais c'est un texte dans lequel Tourgueniev va définir justement, en prenant appui sur ces deux personnages canoniques de la littérature européenne, va définir les deux tendances possibles pour créer des personnages dans la littérature russe. D'une part, les Hamlétiens, les Hamlet, c'est-à-dire ceux qui sont constamment angoissés, qui sont en proie au doute, qui ne font les choses qu'au bout d'une longue réflexion qui les dévore de l'intérieur, etc., etc. Et de l'autre côté, les personnages de Don Quichotte, c'est-à-dire ces êtres idéalistes qui sont tournés vers la quête de leur dulcinée,
mais qui souvent finissent par combattre des moulins à vent parce qu'ils n'ont aucune capacité d'introspection précisément. Et l'on remarquera, si l'on fait cette filiation, si l'on tire le fil depuis Turgueniev et même encore plus avant, peut-être depuis 1840 et le roman de Lermontov, un héros de notre temps, dont je vous avais préparé d'ailleurs un petit visuel qui est là. Si l'on tire le fil depuis Petchorin, depuis le héros de Lermontov, jusqu'à Hamlet de Pasternak, l'on verra qu'effectivement la littérature russe, la prose russe, préfère les Hamlet et préfère ces personnages qui sont constamment en proie à leurs angoisses, où l'écrivain soit en profite pour lui aussi extérioriser ses propres angoisses, peut-être, je pense à Tolstoï, ou bien au contraire s'évertue à les exprimer, à les formuler en renouvelant sans cesse les procédés formels qui sont les siens et en repensant sans cesse la forme et le genre romanesque qui, pourrait-on dire, serait par excellence le genre russe du XIXe siècle, sinon du XXe. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Je serais ravie d'expliciter des choses si jamais. Bon, je vous ai assommé. Oui, question. Oui, Gorky, dans Filet de fou, c'est des histoires qui finissent bien si on est dans le modèle, Tout à fait. dans l'idéologie. Absolument. Il y a quand même une opposition, un changement fondamental dans l'écriture. Absolument. Chez Gorky, il y a énormément d'œuvres qui, justement, se finissent bien, oui. Ouais. Mais se finissent bien, mais chez Dostoïevski aussi, effectivement, on pourrait dire que ça se finit pas trop mal, finalement. Raskolnikov se rachète, Sonia Bouchion en Sibérie, elle est contente, c'est une sens. Bon, donc, pourquoi pas? Mais, bon, le se finit bien, je suis allée un peu vite. En fait, si vous voulez, dans le réalisme socialiste, on ne peut pas avoir d'œuvres qui se finissent mal. Par excellence, l'œuvre du réalisme ne peut pas se finir mal. Et vous avez même un texte absolument paradoxal, par son titre, c'est la tragédie optimiste. C'est venu des années 30 de Cyril Kreshnievsk, qui est un dramaturge, c'est encore joué d'ailleurs aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. C'est un texte assez génial parce qu'il va être ensuite récupéré par toute la génération des années 1960, il va être adapté au cinéma, mais avant d'être adapté au cinéma et d'être récupéré par l'opposition, quelque part, c'est vraiment le texte phare du réalisateur. Tragédie optimiste. La tragédie ne peut pas avoir lieu. Donc oui, chez Gorky, dans les textes effectivement qui sont dans la veine, même l'enfance par exemple, finalement, les choses ne se finissent pas si mal que ça, les choses ne se finissent pas toujours mal. Mais les héros ne sont quand même pas souvent heureux. Disons ce qui est. Merci. Oui. Merci beaucoup Julia pour votre conférence. Et j'avais une question. Si vous pouviez résumer en 2 mots l'âme russe, alors, si je peux résumer en 2 mots l'âme russe est une invention littéraire créée, entre autres, par le biais, à travers des textes qui sont très souvent des textes de voyage, à commencer par d'ailleurs le voyage de Pétersbourg à Moscou de Lermontov. Et si l'on continue dans ce thème des voyages, dans la poésie de Pouchkine et dans les âmes mortes de Gogol, c'est le voyage, c'est le fait de parcourir l'espace qui donne l'occasion aux écrivains et aux poètes, en particulier aux 3 que j'ai cités, de relier l'appréciation, en quelque sorte, l'observation de l'espace russe, de l'immensité russe, avec l'attitude qu'eux-mêmes veulent avoir vis-à-vis de cet espace, c'est-à-dire l'interrogation sur leur propre identité. C'est en se déplaçant dans l'espace russe, qui est par définition immense et plat, que ces protagonistes, par ces narrateurs, s'interrogent sur qui ils sont. Et d'autant plus que ces voyages sont en fait tout à fait intéressants parce qu'ils mettent toujours en scène le protagoniste du voyage, donc le narrateur, qui ne se déplace pas tout seul.
il se déplace dans une troïka chez Gogol, il se déplace dans une voiture tirée à cheval, tout simplement chez Radishev ou chez Pouchkine. Mais cette voiture, là aussi, sa calèche, ne se déplace pas toute seule. Il y a un cocher. Et ce cocher est un paysan. Et le cocher paysan entonne systématiquement, et dès Radishev, c'est assez extraordinaire, un chant populaire, qui va être forcément monotone, un brin ennuyeux, parce que monotone, mais néanmoins extrêmement beau. Donc il va être à la fois étranger aux oreilles du voyageur, parce que c'est un chant populaire et qu'il n'est pas habitué à l'entendre, monotone, comme le son de la clochette, et Pouchkine va justement associer dans un de ses poèmes célèbres de 24, La route d'hiver, ce son de la clochette et le son de la chanson. Donc, étranger, non familier, monotone et populaire. Et alors, c'est ça en fait qui va donner lieu à la création de cette russité, si vous voulez. C'est ça qui va être typiquement russe. C'est si vous voulez, cette attitude et cette vision du paysage associée à la monotonie du chant populaire, à la fois exotique et en même temps si familier, qui va être la constituante principale de ce qu'on va ensuite appeler la mousse. Mais pour une réponse historique, c'est un terme inventé par Michelet pour décrire l'esprit national du peuple russe. Et là, vous avez tous les clichés romantiques possibles, là encore, de la largesse du territoire à la largesse de l'âme, à l'inculture associée à cette largesse et au mystère, surtout de l'âme russe, qui fascine, puisque c'est un concept que l'on va développer aussi pour l'étranger. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Vous avez mis une autre, monsieur? Oui. La dernière fois, vous avez insisté sur l'influence de l'Occident sur la Russie, en particulier à travers Pierre Le Grand. Tout à fait. Comment expliquez-vous le fait que les écrivains russes se sont emparés du nationalisme, de l'histoire et de l'âme russe pour écrire ce qu'ils ont? Pour écrire ce qu'ils ont écrit. C'est une très bonne question. La dernière fois, j'avais énormément insisté sur la manière dont le XVIIIe siècle était un siècle d'ouverture vers l'Europe et de tentative de récupération de l'Europe, de la part de l'Europe, de tout ce qui allait constituer le fond classique de la culture russe. Et si vous vous en souvenez, mais peut-être que c'est un peu rapide à la fin, puisque j'avais largement dépassé tout mon temps, Karamzin, à la fin du XVIIIe siècle, participait en fait à la redécouverte du patrimoine national. En fait, il créait la notion de patrimoine, puisque on avait redécouvert ce texte ancien qui était le dit de la campagne d'Igor, ce qui a été ensuite mis en scène par Borodine dans Le Prince Igor. Vous avez peut-être vu d'ailleurs l'opéra qui, je crois, est encore en cours à l'Opéra Bastille. Et ce texte publié en 1800 va avoir un impact absolument immense sur toute la culture, qui dans la décennie, la charnière en fait, entre le XVIIIe et le XIXe siècle, se dit de plus en plus, enfin les écrivains, les intellectuels se disent de plus en plus, oui mais imiter l'Europe c'est bien, mais nous aussi on a des choses nationales, on a un patrimoine national qui lui aussi est top, et on va essayer en fait de construire plutôt là-dessus, de miser là-dessus pour construire notre culture nationale, plutôt que d'être éternellement des suiveurs de l'Europe. Et en fait c'est une tendance qui va se développer en filigrane d'abord dans les années 1800, mais qui va s'affirmer de plus en plus dans les années à venir, tout simplement aussi dans le contexte d'éveils nationaux au pluriel européen, du romantique qui correspond à la période romantique. On est dans une période d'insistance, d'affirmation des cultures nationales en Europe à ce moment-là, avec les philosophies comme tout simplement celle de Herder en Allemagne, ou Hegel qui invente cette notion d'âme du peuple, le Volksgeist. Et donc, en fait, la Russie va tout simplement aussi suivre cette tendance, et ça va lui permettre de dire, alors, dans la bouche de Belinsky, par exemple, qui nous a intéressés aujourd'hui pour la littérature, en 1934, dans ses récits littéraires, ça suffit de suivre l'Europe, de se traîner derrière l'Europe en l'imitant seulement. Il faut maintenant, alors pas encore peut-être la dépasser,
mais en tout cas lui montrer voilà, que nous on vaut autant et qu'on est capable de produire une littérature au moins aussi bonne, et sinon on a peut-être de la dépasser. Et vous savez que jusqu'au XXe siècle, et jusqu'à aujourd'hui encore, c'est l'attitude vis-à-vis de l'Europe. Hein. C'est entre l'imitation et l'envie de rattraper et de dépasser. Les formules soviétiques des années 60. Donc en fait c'est ça, hein, tout simplement, si vous voulez, il y a ce tournant romantique et l'arrivée du romantisme, l'affirmation de l'importance de l'âme populaire, voilà, justement, de ce Volksgeist, qui va faire en sorte qu'on va aller chercher la culture nationale, qu'on va aller chercher déterrer les textes anciens du Moyen-Âge, qu'on va aller constituer carrément une école de la folkloristique dès la fin du XVIIIe siècle, et qu'on va de plus en plus intégrer dans la littérature aussi voilà, du matériau historique national, enfin, du matériau historique et du matériau folklorique. Et voilà. Oui. Je voudrais vous poser une question avec beaucoup d'humilité, parce que vous avez fait des exposés extraordinaires. C'est gentil, merci. Mais j'ai une petite question quand même, parce que quand vous évoquez Dostoïevski, il est mêlé à Tolstoï. Moi, quand je lis les frères Karamazov, je ne suis pas dans cette tendance. Pour moi, Dostoïevski, c'est une tendance philosophique, n'est-ce pas? Il est assez loin, à mes yeux, de ce courant réaliste. Il est plus près des philosophes comme Nietzsche et autres, les Allemands. Je l'appelle personnellement, mais je vous pose la question, à le mettre dans le même rang que Tolstoï, pas de problème. Mais Dostoïevski, pour moi, c'est un point d'interrogation, et que c'est vraiment un réaliste russe, c'est un philosophe russe. Alors, c'est votre question, et merci beaucoup pour la question très très intéressante, qui est absolument, qui est très complexe, en fait, parce que vous reliez plusieurs choses, et vous avez tout à fait raison. Pour faire pas trop longtemps, pour pas répondre trop longtemps. Alors, le problème de la philosophie russe, c'est que effectivement, on a tendance, et très souvent à raison, de doter les écrivains d'un statut, d'une posture et de réflexion philosophique. Parce que, à défaut d'avoir des philosophes à système comme on a en Allemagne, en France, ou en Angleterre à la même époque, hein, au XVIIIe, XIXe siècle, la culture russe ne connaît pas de phénomène exactement similaire. Il y a des philosophes qui, si vous voulez, des intellectuels qui vont produire plus de textes philosophiques, plus d'essais que de fiction, qui ne vont pas du tout produire de fiction, comme Ivan Kirillevski par exemple, ou Alexei Khamikov, des penseurs slavophiles, mais c'est vrai qu'ils ne forment pas vraiment des systèmes, hein, voilà, pas comme Schopenhauer ou comme Hegel, etc. La littérature, du fait de son statut très particulier dans la culture russe, on l'a vu la dernière fois, du fait que la littérature c'est en fait le lieu où s'exprime tout ce qui ne peut pas s'exprimer autrement, hein. C'est la tribune publique par excellence. Et c'est le lieu du débat public, des débats politiques, des débats sociaux et de la réflexion philosophique. Et c'est pour ça que aussi, entre autres, la littérature prend sur elle souvent ce rôle de philosophie. Alors, ça c'est la première chose. Deuxième chose, ce que vous avez remarqué chez Dostoïevski, très finement, c'est tout à fait juste, évidemment, dans ses grands romans des années 60, et plus tard dans son journal de l'écrivain, mais c'est quelque chose aussi qui est, en fait, cette tendance idéologique ou idéologisante qui est propre, pas seulement de Dostoïevski. Souvenez-vous d'Enguerre épée de Tolstoï, d'une manière beaucoup moins assommante, peut-être même que Dostoïevski, moins formulée de cette manière idéologique comme chez Dostoïevski, la présence de personnages tels que Platon Karataïev, qui est un personnage chez Tolstoï, qui est ce paysan que Pierre rencontre alors qu'il est en captivité, il a été capturé par l'armée française, et il rencontre un paysan russe, Platon Karataïev, et quand Tolstoï lui consacre tout un petit chapitre, parce que, en fait, il ne sert à rien d'autre, ce personnage, qu'à être le véhicule d'une réflexion de Tolstoï sur la manière dont le paysan russe, en fait, est le détenteur de la vérité première, de cette culture authentique, de la vérité sur la vie, bon, etc. Pensez par exemple à tous ces passages dans Anna Karénine de réflexion sur la paysannerie, là aussi, et la culture de Levin, du personnage de Levin, ou Lovin, qui d'ailleurs reprend de manière anagrammatique dans son nom le nom de Tolstoï, Lev Tolstoï, et qui d'ailleurs sont des passages qui sont
Voilà, et absolument, et qui sont coupés très souvent de toutes les adaptations possibles et inimaginables, parce que c'est toutes les réflexions très longues et sur le noble russe qui est coupable, qui se sent coupable vis-à-vis des paysans, parce que les paysans vont travailler la terre alors que lui ne va pas le faire, etc. Donc voilà, vous avez en fait la veine aussi philosophique, si vous voulez, dans le sens de réflexion chez Tolstoï. Quant aux influences de Nietzsche ou de Schopenhauer ou de la philosophie idéaliste allemande, elle est extrêmement influente sur tous ces écrivains de cette période, y compris sur Dostoïevski et sur Tolstoï et sur d'autres encore. Mais si vous voulez, rien ne vous empêche de considérer qu'effectivement les romans de Dostoïevski de cette période tardive ce sont des romans à idées. Mais ceux de Tolstoï sont aussi des romans à idées. Comme ceux de Tourgueniev, comme par exemple Père et Fils, c'est aussi un roman à idées, ou les romans plus tardifs que l'on connaît moins parce qu'ils ont eu moins de succès. La Nuée, par exemple, de Tourgueniev, qui est un roman sur le nihilisme, c'est aussi un roman à idées. Alors que Dostoïevski, à l'inverse, gagne énormément, sans du tout dénigrer cette composante justement philosophique, gagne énormément à être abordé dans une perspective formelle. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vous présenter, mais j'ai pas eu le temps, c'est pas grave, je vous parlerai sans doute la prochaine fois, quand on parlera de modernisme justement et de postmodernisme. Dostoïevski commence par un roman qui s'appelle Les pauvres gens, dans les années 1840, et qui est tout de suite un succès immense auprès de Belinsky et de Nekrasov, qui est un poète citoyen lui aussi très important dans la période, et qui est immédiatement étiqueté, ce pauvre Jean, comme étant un roman social, un roman sur la vie sociale. Alors qu'en fait, c'est un roman parodique. C'est un roman qui est un des exemples les plus géniaux de la manière dont le genre romanesque en Russie, en terrain russe, s'interroge constamment sur ce qu'il est. Puisque, en fait, dans ce roman épistolaire, Dostoïevski met en scène un personnage qui s'appelle Makar. C'est Makar, donc son prénom, le bienheureux. Son nom de famille, c'est Dievushkin, le jeune fille, littéralement. Pas du tout, il n'est pas du tout apprécié par le narrateur, en réalité, et qui entretient une correspondance avec sa cousine, dans laquelle il livre ses impressions sur les livres qu'il a lus. Les récits de Belkin de Pouchkine et les récits de Saint-Pétersbourg de Gogol. Et il livre ses impressions sans se rendre compte que lui aussi est un personnage de roman, sans se rendre compte qu'en fait lui aussi reproduit les mêmes types que celui qu'il raille chez Gogol. Et ce texte, dont je vous conseille vraiment vivement la lecture, c'est l'un des exemples, c'est pas du tout le seul chez Dostoïevski, c'est le premier, il est souvent moins lu, moins connu, parce que justement c'est le premier, c'est fait partie des 4 ou 5 grands romans de la suite, après l'exil de Dostoïevski, après le bagne, mais il est extrêmement révélateur sur la manière dont l'œuvre de Dostoïevski est une œuvre parodique. D'un point de vue formel, c'est une œuvre qui en fait stylise, parodie, je reprends ici les idées de Yuri Telyanov, du formaliste Telyanov, qui parodie, stylise le style de Gogol. Et si vous voulez, une œuvre littéraire gagne toujours à être abordée à la fois d'un point de vue, bien sûr, de son contenu d'idées, de son contenu réflexif, philosophique. Et c'est évident que chez Dostoïevski, il faut l'aborder comme ça aussi, et ça a été fait brillamment. Je pense à l'ouvrage de Jacques Catteau sur Dostoïevski, bien sûr, mais il faut aussi l'aborder d'un point de vue purement littéraire, si vous voulez, tout comme Tolstoï, qui livre des idées tellement assommantes que parfois on a envie de refermer ses bouquins et on ne peut plus, mais au moins qui écrit des romans qui sont beaucoup moins assommants évidemment que ses essais, parce que les essais, ça je ne pensais vraiment pas, mais qui aussi use de principes formels formidables et passionnants pour les mettre en scène, comme la défamiliarisation par exemple, qui est une technique qui lui sert à la fois à insister sur ce qui pour lui est important et à critiquer de manière extrêmement acerbe ceux qui vilipendent, comme Nicolas Ier par exemple dans Khalje Murat, sa dernière œuvre, l'une de ses dernières œuvres qu'il rédige en 1904. Voilà, donc voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Bien. Est-ce que vous avez... Non, pas de question? Si, une dernière petite question. Je veux savoir, parce que dans le thème de base qui est la littérature russe,
Là, on a l'impression qu'au XIXe siècle, on a beaucoup entendu parler de romans. À la même époque, les romantiques s'exprimaient beaucoup par le théâtre. Alors, qu'est-ce qu'il en est en Russie? C'est limité par la censure? Non, c'est une très bonne question, merci beaucoup. Vous avez en fait la période de la prose, la période du roman qui, comme je l'ai dit, peut-être un peu vite, succède à la période de poésie. La période marquée vraiment par la poésie au premier rang de la littérature, qui est cet âge d'or de la littérature qui dure jusqu'aux années 1820 et qui donc ensuite, par cette transition que j'ai essayé de vous montrer, mène à la période de domination de la prose. Le théâtre russe est un phénomène qui existe bien sûr en réalité dès le XVIIIe siècle. On a vu comme le XVIIIe siècle était un siècle dramatique, spectaculaire dans plein de sens du terme. Mais c'est vrai que la tradition théâtrale, alors elle commence, par exemple, vous avez une pièce fondamentale du Malheur d'avoir trop d'esprit de Griboyedov, qu'il rédige dès les années 1820, mais qui ne sera mise en scène que beaucoup plus tard, qui sera même lue, en fait, publiée officiellement que des décennies plus tard. Vous avez bien sûr le théâtre de Gogol, qui innove énormément, qui révolutionne le théâtre russe, qui puise aux sources du théâtre classique du XVIIIe siècle, de von Wiesin et de Griboyedov, mais qui innove avec des pièces comme Le Révisor, très célèbre, en 1836, ou Le Brigadier, les deux, mais surtout Le Révisor, qui va être joué d'ailleurs, si j'ai bien compris, très bientôt, ce week-end même, au Centre culturel russe, le Révisor de Gogol. Et puis en fait, dès les années 1840, arrive sur la scène littéraire le dramaturge Alexandre Ostrovsky, dont j'ai mentionné le nom tout à l'heure, mais je ne voulais pas montrer au tableau. Alexandre Ostrovsky qui va véritablement lui révolutionner le théâtre russe, à la fois par ses œuvres, par ses textes, et par l'art dramatique. C'est-à-dire qu'il va créer des œuvres que vous connaissez, c'est L'Orage par exemple, qui est très célèbre, ou La Sandote, mais L'Orage c'est le plus célèbre. Il s'intéresse au milieu des marchands, qui est un milieu auquel personne ne s'intéresse à part lui. Il essaie de reproduire, et d'une manière absolument grandiose, le langage, justement la langue de province, de la province en particulier, donc justement de cette couche sociale que sont les marchands. Et il s'intéresse surtout donc aux provinces de la Russie sur la Volga. Et c'est là que se situe d'ailleurs la plupart de ses pièces. Et il va innover la langue du théâtre. Voilà. Et Ostrovsky va vivre une longue vie, il va mourir dans les années 1880. Et la relève sera prise par Tchekhov, bien sûr. Tchekhov qui prend la relève et qui, lui, avec le théâtre d'art de Moscou, avec Stanislavski et Nemirovitch Danchenko, donc Stanislavski, le créateur du théâtre d'art, vont vraiment innover sur la manière de jouer des acteurs, avec la création du système Stanislavski qui va avoir lieu, qui va se développer à la fin du XIXe siècle, sur la matière des pièces de Tchekhov. Voilà. Mais ce sont trois grands noms, Gogol, Ostrovsky, Tchekhov. Il y en a d'autres, il y en a quelques autres, mais c'est vrai que le théâtre, il faut plutôt attendre la deuxième moitié du XIXe siècle. Et pour voir émerger le théâtre tel qu'on le connaît aujourd'hui, ce théâtre russe classique, il faut attendre la fin du XIXe siècle avec la création du théâtre d'art, et puis ensuite des transformations, là aussi grandioses, du début du XXe siècle, où tout s'accélère, où à la suite de Stanislavski et en réaction à Stanislavski vont arriver des dramaturges et des metteurs en scène tout à fait révolutionnaires dans tous les sens du terme, à commencer par Vsevolod Meyerhold qui va lui aussi mettre en scène les classiques, Ostrovsky d'ailleurs aussi et Tchekhov, mais qui va le faire d'une manière complètement détonnante, complètement nouvelle. Voilà. Et Meyerhold qui va marquer le théâtre russe d'après la Révolution également, pour ensuite être assassiné dans les années 30, mais d'abord pour révolutionner entièrement. Voilà, et puis vous avez, si vous voulez d'autres noms, vous avez les grands acteurs aussi, les grands comédiens, comme à la fin du XIXe siècle, Vera Komissarjevskaya,
première femme que je mentionne aujourd'hui, Vera Komisarjevskaya, qui est une actrice, une comédienne. Un théâtre à Saint-Pétersbourg porte aujourd'hui son nom parce qu'elle a aussi énormément participé à rénover la manière de jouer, à rénover l'art dramatique. Elle a joué notamment dans une mise en scène de La Sandote, justement, d'Alexandre Ostrovsky à la fin des années, en 1896, le rôle de Larissa. Et voilà, c'était l'un des jalons aussi de transformation du théâtre russe qui va mener aux transformations d'abord du théâtre symboliste et puis ensuite du théâtre de Meyerhold et du théâtre révolutionnaire. Voilà.